Cette vidéo est consacrée à une première approche de la ventilation et du cycle respiratoire. Afin d'aborder ces notions, il est nécessaire de comprendre comment il est possible de mesurer les volumes ainsi que les débits entrants et sortants du système respiratoire au cours du cycle respiratoire ou de certaines manœuvres pouvant être imposées à un sujet testé. Par le passé, la mesure des volumes entrants et sortants du système respiratoire était réalisée à partir d'appareils simples dans leur conception appelés spiromètres. Les spiromètres permettent d'enregistrer des variations de volume en fonction du temps. Un exemple de spiromètre est le spiromètre à eau ou à cloche. Celui-ci comprend une cloche naviguant sur un plan d'eau équilibré par un contrepoids. Le sujet évalué respire par la bouche, nez bouché, dans un tuyau en communication avec la cloche étanche du spiromètre. Le système étant calibré, il permet donc la mesure des variations du volume du système respiratoire en fonction du temps et d'ainsi tracer un graphe volume-temps appelé spirogramme. Ainsi, l'inspiration et l'expiration imprimeront respectivement un mouvement de déplacement de la cloche vers le bas et vers le haut. Le contrepoids muni d'un curseur se verra imprimer un mouvement de sens opposé enregistré sur papier millimétrique défilant à vitesse connue. Ces appareils ayant l'avantage d'être très simples ne permettent malheureusement pas la mesure aisée des débits. C'est la raison pour laquelle dans la plupart des laboratoires d'exploration fonctionnelle respiratoire, les spiromètres ont été remplacés par des pneumotachographes. Les pneumotachographes sont des appareils mesurant en temps réel les débits traversant une résistance. En l'absence de débit traversant la résistance du pneumotachographe, la pression régnant de part et d'autre de celle-ci est identique. Le manomètre différentiel mesurant la différence de pression existant de part et d'autre de la résistance indique donc 0. Lorsqu'un débit traverse par contre la résistance, la pression sera plus élevée à l'extrémité 1 qu'à l'extrémité 2 de la résistance si le débit traverse cette résistance du point 1 au point 2. La différence de pression est ici mesurée à 34. L'opposé est vrai si le débit traverse la résistance du point 2 au point 1. La pression mesurée sera négative. Cette différence de pression P1 moins P2 est mesurée en permanence par un manomètre différentiel et est proportionnelle au débit traversant la résistance. Après calibration, la pression différentielle mesurée peut donc informer en temps réel du débit traversant la résistance. Le débit est donc directement proportionnel à la différence de pression de part et d'autre du pneumotachographe mesuré par le manomètre différentiel. Dans cette formule, K est une constante représentant en fait l'inverse de la résistance du pneumotachographe. De plus, connaissant l'évolution du débit en fonction du temps, je peux calculer les variations de volume en intégrant le débit en fonction du temps. Je peux ainsi mesurer les variations de volume du système respiratoire en fonction du temps d'un sujet respirant par la bouche néoclus à travers le pneumotachographe au cours du cycle respiratoire ou d'autres manœuvres imposées. La respiration, ici entendue comme respiration pulmonaire par opposition à la respiration cellulaire, est un phénomène cyclique visant à assurer la ventilation du compartiment alvéolaire du poumon, nécessaire à assurer la pérennité des échanges gazeux à ce niveau. La ventilation minute, symbolisée par V'E, est exprimée en millilitres ou litres par minute. Elle est le produit du volume inspiré et expiré à chaque cycle respiratoire, appelé volume courant, Vt, T pour tidal volume en anglais, exprimé en millilitres ou litres, et de la fréquence respiratoire, F, exprimée en cycles par minute. Chez un sujet normal au repos, le volume courant est de l'ordre de 500 millilitres, et la fréquence respiratoire de l'ordre de 12 à 16 cycles par minute, la ventilation minute étant donc de l'ordre de 6 à 8 litres par minute. Sur 24 heures, c'est donc environ 10 000 litres d'air qui entrent et sortent de notre système respiratoire. Le cycle respiratoire peut être représenté sous la forme d'un spirogramme. Le volume de fin d'expiration est appelé la capacité résiduelle fonctionnelle, ou CRF,
lorsque la respiration est non contrainte, ce qu'on appelle la respiration à volume courant. La CRF est donc le volume d'air persistant dans le système respiratoire en fin d'expiration en respiration à volume courant. Chez un même sujet, la CRF peut varier en fonction des circonstances. Par exemple, à l'exercice physique, comme nous le décrirons plus tard. Le volume inspiré lors d'un cycle respiratoire correspond bien entendu au volume courant VT. Au repos, le temps inspiratoire, TI, durée de l'inspiration, est chez un sujet normal plus court que le temps expiratoire, TE, dans un rapport de l'ordre de 1 pour 2. Le cycle respiratoire peut également être représenté sous forme d'un pneumotachogramme ou graphe débit temps. Au cours du cycle respiratoire, il existe 2 moments auxquels le débit traversant les voies aériennes est nul. Ceux-ci correspondent aux transitions entre inspiration et expiration et vice-versa. Et donc au volume de fin d'inspiration et de fin d'expiration, ce dernier correspondant donc à la CRF. Notez que par convention, les débits inspiratoires sont négatifs et les débits expiratoires positifs, ce qui est un peu contre-intuitif car sur un spirogramme, une inspiration est représentée par une augmentation de volume. La ventilation minute, mesurée à la bouche, ne participe pas entièrement à la ventilation de l'espace alvéolaire. En effet, pour ventiler le compartiment alvéolaire, l'air inspiré et expiré suit un parcours de va-et-vient au cours duquel il doit traverser la zone de conduction des voies aériennes, ne participant pas aux échanges gazeux et constituant l'espace mort anatomique. Cet espace mort anatomique représente un volume appelé volume de l'espace mort, VD, D pour Dead Space en anglais, représentant un volume de l'ordre de 150 ml. En plus de l'espace mort anatomique, nous verrons plus tard qu'il existe dans certaines circonstances pathologiques un espace mort alvéolaire, c'est-à-dire des zones de poumons non perfusées mais ventilées, qui, additionné à l'espace mort anatomique, constitue ce que l'on appelle l'espace mort physiologique. Chez un sujet normal, espace mort anatomique et physiologique peuvent être considérés comme égaux. Au cours du cycle respiratoire, au repos, 500 ml sont donc inspirés. À la bouche, ce sont 500 ml d'air atmosphérique qui transitent au cours de l'inspiration. Ils sont représentés en orange sur l'animation. Par contre, si nous imaginons pouvoir évaluer l'air entrant dans le compartiment alvéolaire, les premiers 150 ml qui vont y pénétrer au début de l'inspiration sont 150 ml qui ont séjourné à la fin de l'expiration précédente dans l'espace mort anatomique, représenté en pourpre sur l'animation, et ont donc une composition différente de l'air atmosphérique. Il s'agit d'un mélange plus riche en CO2 et plus pauvre en oxygène que l'air atmosphérique, puisque provenant au cours de l'expiration précédente du compartiment alvéolaire où le mélange gazeux s'est enrichi en CO2 et appauvri en oxygène. Seuls les 350 derniers millilitres pénétrant dans le compartiment alvéolaire auront donc une composition identique à l'air atmosphérique. Les 500 ml transitant à la bouche à l'inspiration et correspondant au volume courant, les 350 premiers millilitres atteindront le compartiment alvéolaire, ceci correspondant à la composante alvéolaire du volume courant ou VA. Les 150 derniers millilitres resteront dans l'espace mort anatomique correspondant à la composante d'espace mort du volume courant ou VD. Après que l'air alvéolaire se soit enrichi en CO2 et appauvri en oxygène, à l'expiration, 500 ml sont également exhalés. À la bouche, nous verrons transiter pour les 150 premiers millilitres expirés de l'air en provenance de l'espace mort, n'ayant pas participé aux échanges gazeux et de composition identique à l'air atmosphérique, représenté en orange sur l'animation. Les 350 derniers millilitres expirés à la bouche auront par contre une composition similaire à celle du mélange trouvé au niveau du compartiment alvéolaire,
Le volume courant peut donc être divisé en une partie destinée à l'espace mort, une partie destinée au compartiment alvéolaire. Le volume courant Vt est donc la somme du volume alvéolaire Va et du volume de l'espace mort Vd. En multipliant tous les termes par la fréquence respiratoire, on peut écrire que la ventilation minute est la somme de la ventilation de l'espace mort et de la ventilation alvéolaire. On peut décrire la ventilation alvéolaire comme la ventilation efficace, utile aux échanges gazeux, à l'hématose, la ventilation de l'espace mort étant-elle une ventilation inutile, perdue, car ne contribuant pas aux échanges gazeux. Cette ventilation de l'espace mort peut augmenter dans certaines circonstances pathologiques.